Bonjour. Dans la suite de ce chapitre, nous allons parler des modes de fermentation pour la production des enzymes. Donc, nous avons dit que les enzymes dans l'industrie sont essentiellement, la quasi-majorité des enzymes, elle est produite par des micro-organismes. Donc, cette production, elle se passe où? Donc, pour parler des modes de production, de fermentation, on va parler du fermenteur. Le fermenteur, donc, c'est un, c'est un équipement, donc c'est une machine, c'est pas une machine, c'est un équipement, c'est un réservoir, donc c'est un récipient qui est fermé, donc c'est un récipient qui est fermé, il est stérilisé, donc quand on va mettre la culture bactérienne ou bien un champignon, un micro-organisme, donc on va pas, c'est pour éviter les contaminations, qui maintient des conditions optimales, donc tout ce qui est température, pH, aération, tout ce qui est apport en oxygène, etc., pour la croissance d'un micro-organisme, pour la production d'un métabolite d'intérêt, et dans notre cas, c'est une enzyme. Donc ça peut être un autre métabolite, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, donc ce qui nous intéresse aussi, ce récipient qui est fermé, il est réglable de l'extérieur, donc c'est grâce à des capteurs électroniques qui vont capter et nous dire la température, le suivi de la température, du pH, etc., des conditions. Et selon les résultats qu'on va obtenir, il y a des programmes informatiques qui vont faire en sorte que les conditions optimales soient maintenues. D'accord? Donc, les modes de fermentation. Donc, on a trois types de fermentation, trois types de production pour la production des enzymes. On a la production batch. Batch, c'est ce qu'on appelle le mode de production en anglais batch, donc discontinu. Pourquoi batch? Parce que le système il est fermé. Fermé, c'est comme un bac. Donc c'est ça. Le micro-organisme il est inoculé dans le milieu de culture, dans un volume fixe de milieu de culture. Et on va lancer la fermentation. Donc lorsque la fermentation est terminée, le contenu il est vidé et le récipient il va être lavé et stérilisé. Donc on a un tour, c'est-à-dire un cycle. Le fermenteur est ensuite nettoyé, stérilisé, rempli, etc. Réinoculé par, on va mettre un nouveau milieu de culture et le nouvel inoculant microbien. Et on va lancer un autre cycle de fermentation. Mais quand est-ce qu'on va arrêter le processus? Donc, on a dit qu'on a des capteurs, des sondes, etc. Donc, ils vont nous dire quand arrêter. Donc, ce qui nous intéresse, ce sera la biomasse microbienne. Donc, quand la bactérie ou le microbe, le micro-organisme, il va atteindre la phase de dégénérescence dans sa croissance. Donc là, il ne peut plus rien produire. Et aussi, quand les nutriments, il n'y en a plus, tarissent. Donc, on a une durée de temps bien déterminée. Quand on voit que ces deux facteurs qui atteignent leur limite, on arrête la fermentation et on entame un nouveau cycle. Donc, les avantages de ce type de fermentation de production d'enzymes, donc il est simple, comme on a vu, on a une croissance rapide du micro-organisme donc, et un faible risque de contamination comme il est fermé. Donc on n'a pas de problème de contamination par d'autres micro-organismes qui viennent de l'extérieur. En ce qui concerne les inconvénients, on n'a pas un contrôle sur la croissance ni sur la production. D'ailleurs, la production, ça va se répercuter sur la production. Donc on n'intervient pas de l'extérieur. Une fois le cycle il est lancé, ça se passe d'une façon spontanée. Donc une croissance, donc quand ça atteint la croissance maximale, donc ça ne veut pas dire qu'on a atteint une production maximale, donc il faut jouer sur les paramètres, choses qu'on ne peut pas faire dans ce type de fermentation. Et il nous faut ici, comme on fait un seul cycle par 24 heures, etc., on ne peut pas se permettre de faire des petits volumes. Donc on doit avoir un grand volume pour avoir une bonne production une fois pour toutes. Donc le deuxième mode, c'est le mode de production continue ou chémostat. Le chémostat, c'est l'appareil. Donc, c'est un type de fermenteur. C'est un système de production ouvert. Il est ouvert des deux côtés. Donc, on a une entrée et une sortie. Donc, l'entrée, elle sert quoi? À alimenter en milieu. Donc, il y a une alimentation en milieu continu. Donc, les nutriments, ils ne vont pas tarir, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des nutriments pour le micro-organisme. Et on a une élimination continue des déchets, des cellules mortes, etc. Donc, tout ceci va provoquer un fonctionnement pendant de longues périodes. Donc, une longue période de production avec
avec un contrôle sur les paramètres, avec l'arrivée des multitutures, etc., cela va influer sur le temps. Donc ça peut fonctionner pendant des jours et des jours sans s'arrêter et avoir une production qui est maximale. Donc les avantages, on a une croissance optimale qui va être maintenue car on intervient. On va apporter les nutriments nécessaires pour maintenir la phase de croissance exponentielle du micro-organisme. On a un contrôle qui est maximum sur la croissance et la production, car on a la main pour intervenir. Et on a, donc tout ceci va se répercuter comme ça va fonctionner sur de longues périodes et on a un bon contrôle, donc une bonne production. On n'a pas besoin de très grands volumes, donc on n'a pas besoin de beaucoup de cycles, donc un petit volume, ça suffit. En ce qui concerne les inconvénients, donc ça prend du temps pour démarrer. Pourquoi? Car il faut atteindre une biomasse, c'est-à-dire une biomasse microbienne conséquente. On va pas, c'est-à-dire on va pas mettre l'inoculum directement car c'est un système ouvert, donc il va être éliminé. Donc quand on a une bonne masse, en mode batch, on va transférer cette biomasse bactérienne dans le fermenteur. Donc ça va prendre du temps pour démarrer. Aussi, on a une perte de capacité de production du micro-organisme due à quoi? De longues périodes. Une longue période dans la vie d'un micro-organisme, ça va provoquer des mutations. Donc ces mutations, ça va se répercuter sur le rendement, donc la production des enzymes. Et on a aussi, surtout, un haut risque de contamination. Pourquoi? Parce que c'est un système ouvert. Un système ouvert, il est exposé aux contaminations. Le troisième mode de fermentation, on appelle fed batch. Fed batch, c'est batch discontinu. Fed, c'est alimenter. Donc c'est un système qui est alimenté au cours de la production. Donc il est ouvert d'un seul côté. Les nutriments sont fournis progressivement dans le réacteur au cours de la fermentation. Donc c'est un compromis entre les deux systèmes. Donc c'est entre le mode discontinu et le mode continu. Donc il est alimenté que d'un seul côté, il n'y a pas de sortie. Donc il a certains avantages du mode discontinu batch et des avantages du mode continu. Donc ces avantages, donc il est simple. Ajout régulier de substrat. Donc on va maintenir une bonne croissance, donc une bonne production. On va avoir une très bonne production enzymatique et on va avoir un moindre risque de contamination car ce n'est pas ouvert des deux côtés. Les inconvénients, bien sûr, donc on a une production qui sera moins optimale que celle du mode continu qui est en termes de production et qui est le meilleur car il donne un très grand contrôle sur la croissance et la production, mais ça reste un bon compromis. Donc, les avancées en génie enzymatique, quand on parle des avancées en génie enzymatique, on parle où on en est actuellement. Donc, les enzymes, c'est un moyen de développement durable qui s'inscrit dans l'écologie, dans l'économie verte, etc. Mais il est utilisé seulement après épuisement de l'arsenal chimique. Pourquoi? Parce que les enzymes, elles ont une incapacité de l'enzyme à donner le rendement aussi efficace. Pourquoi? Parce que les enzymes, on a dit qu'elles sont instables, elles ont un grand coût de production, elles ont des problèmes de labilité, de similarité, etc., de purification, donc de réutilisation. Donc c'est pour ça qu'on préfère laisser l'enzyme, même si c'est le meilleur catalyseur qui existe, on les laisse toujours après le choix chimique pour ces raisons-là. Donc des méthodes de génie enzymatique ont été utilisées pour pallier au manque à atteindre les objectifs industriels. Parmi les méthodes, on a le criblage de nouvelles enzymes à partir d'échantillons naturels. Donc on va faire des pleins d'isolement pour chercher les meilleurs micro-organismes qui vont nous donner les meilleures enzymes. On a modification des enzymes existantes.
On va les modifier comment? On va faire des mutagénèses, on va faire des clonages pour faire des expressions, pour pour améliorer le rendement des enzymes existantes, affiner les processus enzymatiques, c'est-à-dire dans l'industrie des enzymes, on va affiner donc les types de modes de production, downstream processing, c'est-à-dire ce qui vient après la production de l'enzyme, etc., pour la séparer du produit, etc., et du milieu. Donc, ce qui vient après la production, la préparation, faire des préparations enzymatiques, c'est-à-dire au lieu d'aller vers de grande purification, etc., on va produire des enzymes pas très pures, mais on va faire des consortiums, ce qu'on appelle donc plusieurs enzymes qui vont aller dans un objectif, c'est-à-dire par exemple dans tout ce qui est des détergents, etc., on utilise des groupes d'enzymes, amylase, protéase, lipase, etc., qui vont, qui vont s'aider mutuellement pour accomplir cette tâche. On a d'autres approches qui sont plus innovatrices, qui sont en cours d'exploitation. Donc, d'abord, on va parler de l'immobilisation des enzymes. L'immobilisation des enzymes, c'est quoi? C'est un processus de fermentation enzymatique industrielle. Donc, en industrie, il faut savoir que généralement, quand on utilise les enzymes, par exemple, pour dégrader ou bien pour faire une action de catalyse en industrie, c'est-à-dire on les a produits, euh, quand l'enzyme elle va terminer son cycle, c'est-à-dire il est difficile de récupérer le produit, ce qu'on appelle downstream processing. Donc le produit, pour le séparer de l'enzyme et pour récupérer que le produit, et à la fin, donc récupérer le produit, donc le produit qui est le produit cible. Donc c'est difficile de le séparer. Et en plus de ça, si on ne le sépare pas assez de l'enzyme, on va perdre nos enzymes, donc les enzymes qui sont déjà labiles, pour faire d'autres cycles. Donc c'est ça, c'est des problèmes qu'on rencontre. Donc, c'est une méthode qui permet d'immobiliser l'enzyme dans une phase distincte, pardon, du substrat et du produit. Ça veut dire, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est que l'enzyme, elle va être mélangée avec un polymère, ce qui va donner des billes. L'enzyme, elle va être piégée, ce qu'on appelle le piégeage de l'enzyme. L'enzyme, elle est piégée dans un polymère. Donc, on va le mélanger, ça peut être de l'alginate, du polyacrylamide, de l'agarose. Et ensuite, on va mettre l'enzyme piégée dans un milieu de culture. Ici, l'enzyme, elle est protégée. Elle est protégée et la séparation du produit et du substrat, elle est plus facile. Donc, on va récupérer directement notre produit du milieu et l'enzyme, elle va rester piégée. Donc, les avantages de l'immobilisation des enzymes. Donc, les enzymes sont réutilisées plusieurs fois, plusieurs cycles, puisqu'elles restent à l'intérieur. Augmente le taux de catalyse. Donc, pourquoi? Si vous vous rappelez, le taux, on parle de vitesse. Donc, dans l'équation d'Arrhenius, l'enzyme, comme elle est fixe, elle ne bouge pas. Donc, elle va fixer les substrats. Donc, elle va augmenter la probabilité de rencontre. Minimise l'instabilité des enzymes en solution, parce que les enzymes en solution libre, ils sont exposés à toutes les conditions. Quand elles sont immobilisées dans une matrice ou bien un polymère, donc elles sont plus protégées et réduit le coût de production, bien sûr, pour les raisons qu'on a dit, donc la séparation downstream processing. En ce qui concerne les inconvénients, donc on a un problème d'accessibilité au substrat. Donc il faut penser à l'enzyme qui est à l'intérieur d'une matrice, d'un polymère. Des fois, le substrat, selon sa taille, etc., bien sûr qu'il y a une certaine porosité, peut accéder, mais des fois, il y a un problème d'accessibilité du substrat à l'enzyme. Donc ça peut être un problème. On a une baisse de l'activité enzymatique après chaque cycle. Ceci s'explique par, bien sûr, la fuite de l'enzyme du support d'immobilisation. Donc le support d'immobilisation, quel qu'il soit, donc il doit avoir une certaine perméabilité pour que le substrat y accède, mais en même temps, ça peut provoquer la fuite de l'enzyme. Donc ça c'est un inconvénient. On parle aussi de l'analyse métagénomique. L'analyse métagénomique, c'est quoi l'analyse métagénomique? Donc, on a des fois le schéma conventionnel, le schéma traditionnel, comment on produit des enzymes. Donc, on va faire des isolements de micro-organismes pleins, beaucoup, et on va prendre on va faire des essais, des tests
des assays, c'est-à-dire des dosages enzymatiques, et on va prendre les meilleurs, on va leur faire des tests, et on va faire la production avec les modes qu'on connaît. L'analyse métagénomique, ce qu'on appelle métagénomique, c'est ce qui est derrière la génomique. Ça veut dire, on va cibler, au lieu d'aller prendre des micro-organismes, les isoler et aller chercher leurs caractéristiques, etc. Moi, si je veux telle enzyme, je vais la cibler dans un échantillon naturel, c'est-à-dire je vais la cibler dans un échantillon de sol ou d'eau, etc. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'échantillon et je vise l'enzyme à l'intérieur. Donc, comment je fais? Je vais faire une PCR. Donc, on va faire des PCR, on va prendre notre enzyme, nos amorces, on va prendre l'échantillon, etc., tout le milieu, et on va faire amplifier tous les enzymes, donc avec des amorces bien sûr standards, bien définies, bien designées. Donc on va voir toutes les enzymes qui sont dans ce milieu, dans cet échantillon. Toutes les disons l'amylase, donc toutes les amylases qui sont dans l'échantillon. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va avoir des amplicants. Donc on va avoir une amplification de tous les gènes. Donc après on va faire quoi? On va passer, donc on a l'ADN, on a l'ADN, donc on a le gène, plusieurs copies de ce gène, de différents organismes, de tous les organismes qui étaient présents dans cet échantillon, et on va faire des clonages dans un organisme hôte, donc par exemple chez coli, et on va faire le dosage de cette amylase on va faire ce qu'on appelle une librairie, donc constructed library. Donc cette librairie, c'est une librairie qui est constituée d'Escherichia coli, de souches Escherichia coli recombinantes, chacune porteuse du gène qu'on a isolé, et on va prendre les meilleurs producteurs de cette enzyme. Donc ça, c'est une méthode. Pourquoi c'est très intéressant? Car on sait, donc dans l'écologie, surtout en ce qui concerne les micro-organismes, que 99% des micro-organismes ne sont pas cultivables. On n'a pas de milieu pour les isoler, on ne sait pas les isoler. Donc, donc seulement 1% de la biodiversité microbienne est exploitée réellement. D'accord? Donc, pour ces 99, donc, n'est pas exploité, c'est perdu, c'est du gâchis. Donc, ce qu'on fait, on ne peut pas accéder aux micro-organismes, on ne sait pas l'isoler, mais on peut faire de la métagénomique, c'est-à-dire ce qui est derrière. On va contourner la génomique, on va passer directement au gène. On va passer au gène, on ne va pas passer par le micro-organisme lui-même. Donc, on prend la caractéristique qu'on veut directement de l'échantillon environnemental. Et actuellement, vous allez me dire, dans un échantillon de sol, par exemple, il y a des millions et des millions de micro-organismes. Comment on va faire pour analyser tout ça? Donc, on va avoir des millions ou des milliards de copies de ce gène. Donc, comment on va faire? Bah, on sait faire ça actuellement parce qu'on a des avancées dans le séquençage de Next Generation, de programmes bioinformatiques très performants qui peuvent nous permettre de faire ça. Aussi, on a l'évolution dirigée. Donc, c'est un moyen aussi d'améliorer les rendements enzymatiques. Donc, l'évolution dirigée, c'est quoi? C'est une méthode qui va imiter la sélection naturelle. La sélection naturelle, elle est basée sur quoi? Comme vous le savez, sur des mutations. Donc, les organismes, ils vont, au cours de leur évolution, ils vont subir des mutations. Ces mutations vont leur permettre de s'adapter différents changements, c'est-à-dire environnementaux, etc. Donc, cette évolution dirigée, on va faire évoluer l'enzyme, ou bien le métabolite, dans notre cas c'est l'enzyme, vers un objectif défini. Par exemple, n'importe quel micro-organisme va posséder des enzymes, donc des protéases par exemple. Moi, je veux que notre gène de cette enzyme, de protéase, subisse des mutations pour devenir meilleur, plus performant. Donc on peut attendre soit des milliers d'années ou des millions d'années pour que ça se produise naturellement, avec la sélection naturelle, ou bien on va provoquer ça. Donc comment on fait ça? On va faire des mutagénèses. Les mutagénèses, c'est quoi? On va utiliser une PCR mutagène. Une PCR qui va, en cours de la PCR, on va avoir des erreurs. Donc les mutations, c'est des erreurs. C'est des erreurs de transcription, etc. Donc, en anglais, ça s'appelle error prone PCR ou PCR sujette aux erreurs.
Donc, on va altérer la composition du tampon de la réaction, de la PCR. Dans ce cas, la polymérase, elle va faire des erreurs dans le placement des nucléotides. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, c'est ça la PCR mutagène. Donc, on va avoir plusieurs copies de gènes qui vont pas être identiques au gène principal, avec plein de mutations différentes. Et comme après, on va faire des clonages. Donc, ce qu'on appelle aussi library, donc E. coli expressing library, gene library. Donc, on va exprimer ces gènes dans des souches E. coli, donc, après un passage par vecteur. Et on va leur faire toutes ces souches clonées, on va faire des essais de production enzymatique et on va prendre les meilleurs et jeter ceux qui ne sont pas intéressants. Donc, les meilleurs seront ceux qui ont eu les bonnes mutations. D'accord? Affichage sur surface cellulaire, donc ça concerne beaucoup plus les enzymes qui sont intracellulaires. Donc, c'est l'expression sur surface de bactéries ou bien de levures ou bien de phages. On va faire en sorte que l'enzyme ne soit pas intracellulaire ou bien elle va être exposée à la surface du micro-organisme. Donc, elle va être exposée à sa surface. Donc, c'est un travail d'expression et de translocation. Et donc, les avantages, donc ni le substrat ni le produit de la réaction enzymatique ne doivent franchir une membrane. Donc, si l'enzyme est intracellulaire, on doit avoir l'accès du substrat et après, le produit va être expulsé. Dans la nature, ça existe, mais bon, quand c'est industriel, etc., on ne peut pas se permettre ça. L'enzyme séparée du mélange par simple centrifugation, donc c'est exposé, c'est lié aux protéines membranaires. Donc, on va récupérer rapidement notre enzyme par une petite simple centrifugation, pardon. Et cela va stabiliser l'enzyme parce qu'elle est liée à une matrice, donc on n'a pas de problème d'instabilité. Aussi, on a l'expression d'enzymes in vitro. Donc, l'expression des protéines in vitro, donc ce qui nous concerne les enzymes, et la production de protéines recombinantes c'est-à-dire clonées, recombinantes, en solution en utilisant la machinerie de traduction extraite de cellules. Donc, on va prendre la machinerie de traduction et on va exprimer la protéine sans cellules. D'accord? Donc, quand on va utiliser, par exemple, l'extrait cellulaire, les acides aminés, l'ADN qu'on veut exprimer, tous les cofacteurs, l'énergie, etc., de l'eau, tout ça, tout ce qui va être utilisé normalement par la cellule pour faire ce qu'on appelle la machinerie de traduction, on va avoir directement la synthèse de l'enzyme. Donc c'est une synthèse de l'enzyme, une expression de l'enzyme in vitro. In vitro, c'est-à-dire on va supprimer les barrières de transport, donc ce qui est membrane, parois cellulaires, etc. Et surtout, on va supprimer l'ADN génomique. On ne va pas utiliser l'ADN génomique, mais seulement le gène d'intérêt. Donc, les processus se produisant lors des processus comme le clonage, la transformation cellulaire, la culture cellulaire, la lisse des cellules, sont simplement éliminés, sont contournés. Donc, ça va se passer dans un tube. Donc, c'est tout ce qui est limitation de tout ce qui est clonage et expression. Il va être contourné tout simplement par cette méthode. Je vous remercie. Normalement, ça va être notre dernier chapitre, sauf s'il y a un retour après ces vacances. On va peut-être voir le dernier chapitre. Le dernier chapitre, je vous l'ai déjà envoyé sur la plateforme. Ça concerne les applications biotechnologiques. Bon, c'est très important, mais c'est accessible. Vous pouvez le voir tout seul. C'est très simple. Donc, où on va appliquer ces enzymes, dans quel domaine, comment, quelles enzymes. C'est tout. C'est très important. Vous pouvez consulter le fichier. Sinon, pour les 9 chapitres, on les a terminés. Donc, je vous demande si vous avez des questions, de me les poser. Je suis à votre disposition. Merci.